C'est un roman qui tombe à point nommé dans son dernier livre et ne reste que des cendres. Oya Baydar revient sur les tourments qui secouent la Turquie depuis les années 1970. Que reste-t-il des combats, des luttes contre la dictature, mais aussi contre les fanatismes? Et comment la Turquie a-t-elle pu passer ces dernières années de l'espoir démocratique au désenchantement? L'économiste Ahmet İnsel nous livre des clés pour mieux comprendre la nouvelle Turquie. Bonsoir à tous les deux. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Oya Baydar, vous êtes sociologue. Votre livre s'appelle donc « Et ne reste que des cendres ». C'est aux éditions Phébus. On signale d'ailleurs au passage que la traduction du turc, c'est un roman, que la traduction du turc vers le français a été réalisée par Valérie Gay-Aksoy, que l'on connaît très bien ici à TV5 Monde. Ahmet İnsel, donc économiste, politologue, merci également d'être avec nous. Vous avez enseigné à l'université de Galatasaray à Istanbul. Vous avez été vice-président également de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et vous publiez aujourd'hui ce livre, La nouvelle Turquie d'Erdogan, du rêve démocratique à la dérive autoritaire, édition La Découverte. Oya Baydar, dans votre roman, vous racontez l'histoire d'Ülkü, j'espère que je prononce bien. Oui. Elle est convoquée à l'Institut médico-légal de Paris. Elle reconnaît à peine le corps qui est devant elle, celui d'un diplomate turc, Arin Murat, assassiné la veille, dont elle est éperdument amoureuse, une passion inouïe, à la fois nourricière et destructrice. Ma première question, Oya Baydar, est simple. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'intime pour raconter une période aussi compliquée, aussi tourmentée, à savoir ces années 70 ? Et sinon, ce ne serait pas un roman littéraire, ce serait un documentaire. Ouais. C'est pour ça peut-être, mais le thème essentiel, le thème principal, c'est le pouvoir. Le pouvoir qui détruit tout, dans toutes ses formes. Je veux dire économique, politique, même sexuel, sentiment sexuel, qui détruit tout, les amours, les gens, les relations, les morales, ça détruit tout. Le thème, c'est ça, en réalité. Et les personnages, ce n'est pas un roman autobiographique, comme on croit, mais ces personnages, l'héroïne et les autres, je les ai connus, en réalité. Et nous avons ces personnages en Turquie, je les ai bien connus. Et quant à la période, je voudrais écrire le roman de ma génération. C'est ma génération, ça commence de 1940 jusqu'à 2000. Une génération qui a connu donc, dans sa chair, comme le personnage principal, l'exil, parfois la torture. Il a connu tout, oui. L'espoir, après le désespoir, et la chute du mur comme symbole, c'est la chute de Berlin. De Berlin, la chute du mur de Berlin. Et c'était aussi la chute de nos espoirs, en réalité. Oui, c'est une génération comme ça, et je m'appartiens à cette génération. En quoi cette période, Ahmet İnsel, selon vous, des années 70, est-elle un moment crucial qui déteint encore aujourd'hui sur la Turquie nouvelle ? D'abord, c'est une période où, enfin, la Turquie, la nouvelle génération montante, Oya Baydar, à l'époque, est une leader politique de mouvement de gauche quand j'étais encore plus jeune. Et c'est une génération montante, un peu inspirée de mai 68, mais peut-être plus radicale que mai 68, et qui veut porter la Turquie dans une nouvelle dimension démocratique. Le problème kurde se pose pour la première fois ouvertement à partir des mouvements turcs sur le terrain politique. L'émergence aussi de l'islam politique, par ailleurs, l'émergence aussi de l'extrême droite nationaliste, par ailleurs, et des affrontements. On vit dans les années 70 une sorte de guerre civile larvaire à un moment donné, avec des affrontements très violents, et ceci va marquer énormément les mouvements de gauche comme de droite. Ça va être le prétexte d'un coup d'État à la fin de cette période, en 1980, et on n'arrive encore pas à sortir de tout ce qui est légué par ce coup d'État et le régime autoritaire dont Tayyip Erdogan a été finalement un des produits. Ouais. Vous parliez d'espoir, de désenchantement. Pourquoi ça n'a pas marché? Il y avait trop d'ennemis quand on entend extrême droite, émergence de partis islamistes. Je crois que c'était plutôt le chute du communisme, du socialisme. Ça a influencé beaucoup. Vous-même, d'ailleurs, vous avez vécu en Allemagne, bien entendu, oui, à Leipzig, à peu près 12 ans. J'ai vécu en Allemagne comme réfugié politique. Ahmet İnsel, depuis 2002, 13 ans. Donc déjà, la Turquie est dirigée par l'AKP, vous venez de l'évoquer, le Parti de la Justice et du Développement, et par son chef, disons-le, quoi qu'on pense de lui, charismatique, Recep Tayyip Erdogan.
parti islamo-conservateur, musulman-démocrate entre guillemets. D'abord peut-être, qu'a-t-il apporté ce mouvement islamo-conservateur? En quoi a-t-il incarné au départ une rupture avec le passé? Oui, il a incarné deux ruptures. D'abord, une première rupture dans un premier temps dans le mouvement d'islam politique. Ouais. Quand ils arrivent au pouvoir, juste avant, ils se disent « Nous avons quitté les habits de l'islam politique, nous nous appelons désormais des démocrates conservateurs ». Hein? Pas musulmans démocrates, parce que c'est interdit dans la loi turque d'utilisation des appellations religieuses. Sinon, ils seraient appelés des musulmans démocrates ou démocrates musulmans. Deuxième rupture, c'est la rupture par rapport à un pouvoir militaro-bureaucratique avec lequel ils mènent une sorte de bras de fer, grâce, dans un premier temps, à la perspective d'adhésion à l'Union européenne. Je crois que la première période du gouvernement du Parti Justice et Développement et de Tayyip Erdogan est marquée par le saut de l'espoir d'entrer à l'Union européenne et donc du coup un effort de démocratisation substantielle qui va s'arrêter avec quasiment au même moment que les portes de l'Europe seront progressivement fermées. Et en parallèle, il y a bien entendu le rôle de premier plan au Proche et Moyen-Orient, l'urbanisation, l'économie qui se développe avec une forte croissance. Oya Baydar, il y a Harin Murat, ce diplomate assassiné, qui avant de mourir s'était intéressé, je vous cite, au noyau caché au sein de l'appareil de l'État turc. On entend toujours parler de l'État profond, etc. Ça vous fait sourire, mais qu'est-ce que c'est au juste? Non, ça ne me fait pas sourire, ça me fait souffrir en réalité. Et oui, il y a toujours, peut-être dans chaque pays, il y en a. Vous vous rappelez de Gladio en Italie? Il y a le réseau Gladio. Des années. Et nous avons aussi notre État profond qui sont tout à fait illégales, mais qui travaillent pour un esprit, je ne sais pas comment dire ça. Tu peux expliquer ça mieux que moi. En tout cas, vous en avez souffert de ces réseaux, on va dire, quelque peu obscurs. Le peuple a souffert, nous aussi, mais le peuple turc a souffert beaucoup de ça. Il y a des assassinats et tout ça, des morts. Et on a souffert beaucoup. Et les coups militaires surtout. D'ailleurs, l'État profond, c'est un peu les militaires. Les militaires et les bureaucrates. Mais du coup, lui, Recep Tayyip Erdogan, depuis qu'il est arrivé, dit c'était ça sa carte, c'était de dire je vais faire le ménage à chaque fois qu'il est en difficulté. Il dit voilà, il faut attaquer. Alors il y a eu des procès militaires, il y a la communauté Gül'in dont vous parlez aussi. Oui, maintenant il crée son État profond, je crois, à lui, oui. C'était contre les militaires d'abord. C'est pour ça qu'on a soutenu un peu. Je n'ai jamais voté pour lui, mais j'ai soutenu peut-être M. Insel aussi. C'est entré à l'Union européenne, par exemple, les pas de démocratisation, quelques petits pas pour la libération du mouvement kurde, on les a soutenus. Et puis, maintenant, j'ai dit que c'est notre Poutine en nous. Est-ce qu'il y a 2 ans, Oya Baydar, lorsque des manifestants se sont dressés face à ce pouvoir autoritaire, à Gezi, place Taksim, est-ce que vous y avez cru? Est-ce que l'espoir est rené avec ces événements? Non, je n'ai pas cru à ça. C'était très bon, c'était un peu d'espoir. Ça fait bien au cœur, mais je n'ai pas cru que ça va durer. C'était très désorganisé. Il y avait beaucoup d'organisations là-dedans et des jeunes très... Mais pourquoi, à votre avis, une grande partie des Turcs continuent à voter pour ce mouvement alors qu'il est tant décrié, on l'a vu, notamment par ces jeunes? Mais ils ne votent plus maintenant. Non, ils votent, mais pas... 40% d'abstention. Mais c'était 52%. De votants pour l'AKP. Oui. Pour l'AKP. Mais c'était 52% il y a... Il y a une baisse. Oui, une baisse. Sur ces événements, de quoi sont-ils le nom, j'ai envie de vous dire, Ahmed Insel? On a beaucoup parlé au départ d'un projet d'urbanisme qui a mis le feu aux poudres. Dans votre livre, vous expliquez que derrière, c'est beaucoup plus profond. Oui. C'était, je pense, la première rupture symbolique, politique et sociale de la société civile massivement contre le gouvernement de plus en plus autoritaire, personnifié de Tayyip Erdogan. Il a fait une erreur monumentale. C'est une petite
petit espace urbain, parc urbain à aménager qui relève a priori de la mairie d'arrondissement, même pas de la mairie d'Istanbul. Ouais. Il s'est engagé massivement comme Premier ministre parce que c'est quelqu'un qui veut tout contrôler. Il voulait faire un projet personnel. Comme il y a eu une réaction là-dessus, il a pris ça comme une réaction contre son autorité, comme toutes les autorités, les forces autoritaires, une contradiction devient insupportable, il prend une disproportion et puis la réaction augmente. Donc du coup, d'une contestation locale à Istanbul, sur 81 départements de la Turquie, dans 80, plus ou moins grands, des manifestations. Alors, question à tous les deux, peut-être d'abord Oya Baydar. Ahmet İncel raconte dans son livre aussi comment, là on est loin du politique, mais tout est lié, mais comment, au fond, la société turque est toujours divisée entre la peur de perdre son identité culturelle historique et l'envie de basculer de plein pied dans un monde de la modernité. Ça, vous le ressentez? Oui, et comment? C'est très profond, je crois. C'est un déchirement, comme je dis. Oui. Mais en quoi est-il spécifique à la Turquie? Parce qu'on pourrait dire que les pays arabes, avec ces printemps qu'on a vus, ont du mal aussi à avoir des révolutions aboutir. On voit des problèmes similaires dans les pays arabes, avec une problématique un peu différente de la Turquie. La Turquie n'a pas du tout un passé colonisé. Oui. Donc du coup, il se considère en même temps avec un passé historique de grandeur, oui, d'empire, et une perte de ce passé historique et de grandeur historique qu'il veut retrouver en même temps du côté de l'Europe, mais l'Europe en même temps le rejette et il voit en face de lui les forces qui ont été à l'origine du déclin de l'Empire ottoman. Donc du coup, il y a un tiraillement permanent qui est parfaitement résumé par l'ambivalence du Parti Justice et Développement. À la fois voulant aller à l'Europe, mais en même temps à reculons parce qu'ils veulent garder ou ils veulent fonder une civilisation authentique qui ne serait pas une civilisation qui perdrait ses valeurs face aux Européennes. Donc là, il y a une quadrature du cercle insoluble. Le problème ethnique kurde, par exemple. Aussi, par ailleurs. Oya Baydar, il me semble que vous avez commencé à écrire des romans pour la première fois en 1993, à votre retour en Turquie. Pourquoi? C'était votre source d'inspiration? Retour d'exil, bien sûr, retour en Turquie. Mon premier roman, j'ai écrit à l'âge de 17 ans. Un deuxième encore. Après, c'était quand? C'était 1960, ça peut être. Et puis, à peu près 33 ans, je n'ai plus écrit. Pas de lignes littéraires, je n'ai plus écrit ça. Mais après, je suis retournée à la littérature. Mais pourquoi? Quel a été le déclic, en fait? Pourquoi? Pourquoi? Ça a commencé comme une thérapie. Parce qu'après la chute du mur de Berlin, c'est un symbole. Après la chute, la démolition du communisme, du système communiste, je veux dire, je me sentais très mal. J'étais en exil. J'étais âgée de 50, à peu près 50 ans. Et c'était mon identité en moi. Et qu'est-ce qui peut faire renaître la flamme aujourd'hui, après la chute du mur de Berlin? Aujourd'hui, vous croyez en quoi? J'ai toujours de l'espoir. Ça sera une autre... L'utopie, ça existe encore. C'était une très bonne, très grande utopie. Ça existe encore. On a perdu, peut-être de notre faute aussi. Mais j'ai toujours espoir que ça viendra d'une autre façon. Sinon, l'humanité, ça se perd. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Oya Baydar. Merci Ahmet İncel. Rendez-vous également sur le site Terrienne, portail dédié à la condition des femmes dans le monde, où il est question de la Turquie. Merci à tous les deux d'avoir témoigné dans 64 minutes sur TV5 Monde.